Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Quand on sait ce qui se passe et ce qui s'est passé, et pas hier et pas avant-hier, dans un certain cimetière, un des cimetières les plus connus de Paris, le cimetière de Pantin, il s'est passé des choses terrifiantes. Exhumation sauvage, tombes saccagées, cadavres dépouillés. Oui, aujourd'hui, en 2023, à Paris. Et Pierre Licia a recueilli le témoignage d'un fossoyeur parisien en vidéo, et ça a déclenché une polémique très forte. On va en parler. Pierre Licia, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous d'abord cette vidéo. Vous avez rencontré ce fossoyeur. Comment c'est arrivé? Comment vous avez recueilli ces... Moi, je suis sollicité par ce fossoyeur qui qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire actuellement et qui aujourd'hui n'en peut plus de se taire et avait besoin de faire éclater ce qui pour lui et ce qui pour moi également est un scandale, un véritable scandale, même 3 scandales dans le scandale. Le premier, c'est que il révèle que certaines exhumations administratives se font à la pelleteuse, ce qui est formellement interdit. C'est interdit, légalement interdit, absolument. Les exhumations, en grosso modo, une exhumation, c'est quand vous retirez le corps. Pourquoi, oui. Vous retirez le corps d'une sépulture, soit parce que la concession arrive à son terme, soit parce que la tombe est en situation manifeste d'abandon. Donc l'autorité administrative peut décider de retirer le corps et libérer de l'espace, tout simplement. Et donc la procédure d'exhumation est très très encadrée. Il faut faire ça à la main, recueillir les ossements, les déposer dans un reliquaire, et ensuite, pourquoi pas faire une crémation. Mais en tout cas, c'est très très encadré. Et il se trouve que ce fossoyeur m'explique que les exhumations ne se font pas, pour certaines, à la main, comme le droit l'exige, mais à la pelleteuse. Ce qui provoque ensuite des situations qui fait qu'on se retrouve avec des ossements qui jonchent les allées, certaines allées du cimetière de Pantin. C'est ça qui a alerté mon attention. Et effectivement, quand je me suis rendu au cimetière de Pantin, je suis tombé sur un crâne que l'on voit dans la vidéo, un crâne à même le sol, au milieu des tombes. Ça, c'est le premier scandale. Dans une allée, quoi. Dans une allée. Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est que il y a des forts soupçons de vol sur les cadavres, parce que certains cadavres sont enterrés soit avec des bijoux, soit tout simplement avec des dents en or, et qu'il y a des fossoyeurs qui, vu qu'il n'y a aucun contrôle, que vous ne savez pas ce qu'il y a dans une tombe, donc vous ne savez pas ce qui en sort de cette tombe. Il y a déjà eu des cas, il y a quelques années, 3 fossoyeurs du cimetière de Pantin qui ont été condamnés parce qu'ils avaient 11 dents en or dans leur poche. Et quand ils ont été condamnés, ils ont dit au juge, mais vous savez, c'est une pratique qui est courante. Vous n'avez pas l'impression d'enfreindre la loi. Donc ça vient corroborer ce témoignage. Le troisième scandale, c'est que ce fossoyeur qui veut parler fait l'objet d'une procédure disciplinaire, et que quand ce scandale éclate, la ville nie formellement. Alors vous sortez la vidéo là, quand ? Hier matin, et toute la journée d'hier, la ville a nié formellement, la ville de Paris a nié formellement ces allégations, considérant que c'était mensonger, fallacieux, manipulateur, etc. Et portant plainte contre vous. Annonçant porter plainte contre moi. Sauf que, et donc toute la défense de la ville de Paris repose sur le fait que les exhumations se font dans les règles imposées par la loi et se font à la main et non à la pelleteuse, et toutes les allégations qui diraient le contraire seraient fausses. Dans ce studio, devant vous, je vous ai apporté des éléments de preuve que j'ai transmis au procureur de la République, puisque je fais un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, des éléments de preuve qui émanent des services de la ville de Paris, puisqu'il s'agit d'un document de l'inspection générale en date du 20 septembre 2022, c'est pas très vieux, 20 septembre 2022. Oui, 20 septembre 2022, oui. Et il dit d'un fossoyeur qui témoigne devant l'inspection générale et qui dit, je cite, « J'ai peur en exhumation car on sort les ossements à la pelleteuse, ce n'est pas conforme, ça me fait peur ». Ça, c'est le témoignage devant l'inspection générale d'un fossoyeur de la ville de Paris. Il y a un autre témoignage devant l'inspection générale de la ville de Paris. Il y a un autre témoignage qui vient corroborer également cela, qui est un témoignage, pas des moindres, de la numéro 2 du cimetière de Pantin, l'adjointe au conservateur du cimetière de Pantin, qui, elle, devant l'inspection générale, toujours en septembre 2022, dit pour ce qui est des pelleteuses, on ne doit pas toucher les corps.
Elle le dit, elle témoigne, on ne doit pas toucher les corps. La réglementation veut que l'on creuse jusqu'au cercueil, c'est ce que je vous disais à l'instant. Ouais. Que les fossoyeurs ouvrent le cercueil à la main. Pour gagner du temps, les fossoyeurs allaient jusqu'au corps avec la machine. Donc on a dans 2 documents, Ah oui, donc de la l'inspection pelleteuse, en générale fait, jusqu'au corps, ce qui est formellement interdit. Et donc on a la numéro 2 du cimetière et un fossoyeur du cimetière qui, devant l'inspection générale, font état des exhumations à la pelleteuse. Donc que la ville de Paris me traite de menteur et porte plainte contre moi, je trouve ça scandaleux, d'autant plus que ces documents-là, que vous voyez, logoté Ville de Paris, sont entre les mains de la Ville de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ville de Paris nie quelque chose qu'elle a sous les yeux. Donc je me pose une question simple, pourquoi la Ville de Paris ment-elle ? Pourquoi la Ville de Paris ment-elle sur ces exhumations à la pelleteuse ? Alors, pourquoi ne fait-elle pas toute la lumière ? Pourquoi a-t-elle menti au grand rabbin de France, au président du consistoire, en étant formel, en expliquant qu'il n'y avait pas d'exhumation à la pelleteuse ? Je vous dis dans ces documents, qui sont accablants pour la Ville de Paris, qu'il y a ces pratiques. Alors, Pierre Licia, est-ce qu'on sait à peu près depuis quand, est-ce que c'est depuis longtemps ou pas, que ces pratiques existent ? Est-ce qu'on le sait ou pas ? Est-ce que vous avez pu... Vous n'avez pas eu le temps de faire l'enquête. Je pense que ça fait un certain nombre d'années, parce qu'un rapport, je me suis un peu plongé dans les rapports, c'est là où en général on a les preuves, un rapport de la Chambre régionale des comptes en date de 2018 fait état d'exhumations qui ne se font pas dans le respect et la décence due aux défunts. C'est écrit dans le rapport. C'est écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et donc ça, c'était le cas en 2012, dans les années 2012-2015, grosso modo. Ce rapport fait état, c'est sur cette période-là. Le rapport de la Chambre régionale des comptes dit qu'ensuite, ils ont mené des contrôles et qu'a priori, tout se passe bien. Je constate que la situation perdure, étant donné qu'on a en septembre 2022, des fonctionnaires de la ville qui en attestent du contraire. Et le témoignage du fossoyeur, est-ce qu'il vous a dit que lui, c'était une pratique que lui et ses collègues connaissaient depuis quelque temps, etc. C'est une pratique en fait qui est courante. C'est une pratique qui est courante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fossoyeur, pour respecter la loi, doit creuser. Alors, il peut creuser à la pelleteuse, il doit s'arrêter à 20 cm du corps et ensuite sortir les ossements avec les mains. Ça prend à peu près une demi-heure pour procéder à une exhumation de ce type-là. D'accord. Donc sur une matinée, compris, pelleteuse compris et main compris. Tout compris. C'est ça. Donc un fossoyeur sur une matinée, parce que les exhumations dans le cimetière de Pantin se font que le matin. Oui. Un fossoyeur sur une matinée peut faire 5 à 6 corps, 5 à 6 exhumations. D'accord. Or, et c'est là que ce fossoyeur a été un peu interpellé, il avait des collègues qui se vantaient de faire 20, 30, 40 exhumations dans une matinée. Dans une matinée. Et évidemment, on ne peut pas faire 40 exhumations dans une matinée à la main. Et donc, c'était effectivement des exhumations à la pelleteuse. Déclarations qui sont, encore une fois, corroborées dans ces éléments qui sont accablants. J'insiste là-dessus. Je n'avance rien sans preuve. Et je vais vous dire une chose, André Berkoff, je suis déterminé à ce que la vérité éclate, vraiment. Je suis déterminé à ce que la ville réponde de ces éléments-là et fasse toute la lumière sur cette question-là. Et éventuellement que des mesures puissent être prises pour mettre un terme à ces pratiques-là. Mais je ne comprends pas la position de la ville qui est de tout nier en bloc, alors même que des éléments accablants existent. En tout cas, ce que vous montrez là sont en tout cas très parlants. Pierre Licia, mais je ne comprends pas, les gens qui, ils faisaient quoi? Ils faisaient non pas du zèle, mais je dirais pas ceux qui prétendent, on n'a pas vu faire 20 exhumations ou 15 exhumations en une matinée, c'est quand même assez... je dirais assez terrifiant déjà, quand on sait ce que c'est qu'un cimetière, etc. C'est assez terrifiant. Alors, de l'aveu des fossoyeurs, il y a un rapport à la mort quand vous travaillez au quotidien avec la mort, qui est différent de celui que nous pourrions avoir nous-mêmes. Et c'est vrai que les ossements, à force, j'allais dire, pour certains d'entre eux, ne deviennent que des objets dénués de toute portée. Mais comment il se fait, alors la question que je voulais vous poser, comment il se fait qu'ils ne prennent pas le soin de les ranger et de les laisser, par exemple, éparpillés, etc. Et l'histoire du vol, vous avez dit au départ, il y a des soupçons. Il n'y a pas de preuves, en fait. Alors, jusqu'à présent, il n'y a encore aucun fossoyeur qui n'a été assez stupide pour se filmer en train de dépecer ou de dépouiller un corps. Donc, il n'y a pas de preuves. Il y a simplement vous dit que ça se fait. Il y a simplement cette condamnation qui a été faite en 2018 avec des fossoyeurs qui disent que c'est une pratique répandue au sein du cimetière et qui est corroborée par le témoignage de ce fossoyeur qui a témoigné dans cette vidéo que j'ai diffusée hier. Donc, je pose une question.
Je pose simplement la question et je dis que il ne serait pas étonnant que la pratique continue dans la mesure où personne ne sait ce qu'il y a dans une tombe. Personne ne sait ce qu'il y a dans une tombe. Donc quand vous exhumez un corps à la pelleteuse... Personne n'a pas été avec ou des bijoux, ou une montre, ou une dent en or. Ou des dents en or, ce qui arrive assez souvent. Et donc comme personne ne sait ce qu'il y a, normalement les fossoyeurs sont tenus de prendre tous ces effets-là, tous ces bijoux, même les dents en or sur les mâchoires, de les laisser évidemment telles quelles et de les mettre dans le reliquaire. Il y a certains fossoyeurs, je dis pas tous, je n'ai pas idée de l'ampleur de la situation, mais en tout cas c'est un témoignage qu'il faut prendre en compte. C'est un témoignage qu'il faut prendre en compte. Moi, j'alerte sur une situation. Et j'aimerais bien maintenant que la ville fasse la lumière sur cette situation-là. Non, il n'y a pas de sujet. Oui, il y a peut-être un sujet. Il se trouve que sur les exhumations à la pelleteuse, manifestement, il y a un sujet. Donc, nier les exhumations à la pelleteuse alors qu'elles existent, ça pose question sur la suite et sur le reste des révélations que j'ai pu faire dans cette vidéo. Alors, est-ce que, dernière question aussi, évidemment, on va suivre l'affaire, parce que elle ne fait, hélas, que commencer. Est-ce que ça concerne uniquement, parce que vous avez parlé du grand rabbin, et ça concerne uniquement le carré juif du cimetière de Pantin, ou ça concerne aussi d'autres secteurs du cimetière? Alors, le cimetière est immense. J'ai eu l'occasion de m'y rendre vendredi. Le cimetière est absolument immense. C'est le plus grand cimetière de France. Il y a près de 180 000 sépultures, donc c'est immense, sur près d'une centaine d'hectares. Toutes les divisions sont concernées. Il se trouve qu'il y a énormément de personnes de confession juive qui sont enterrées dans ce cimetière, et donc ce fossoyeur m'a dit que ça se faisait beaucoup dans les carrés de confession israélite, ce qui ne veut pas dire que c'est exclusif dans ces quartiers-là. C'est simplement ce qu'il constate. Et quand je m'y suis rendu moi-même vendredi dernier, que j'ai voulu voir les secteurs dans lesquels il y avait des pelleteuses en action, et c'est des images que l'on voit dans la vidéo que j'ai publiée, il se trouve que ces pelleteuses en action sont dans ces fameux carrés juifs. Donc je n'ai pas d'autres images de pelleteuses dans d'autres secteurs, mais ça ne veut pas dire que ça a été concentré sur non, ça ne veut pas dire que c'est concentré et exclusif. C'est dans tout le cimetière. C'est d'ailleurs clairement dit dans la vidéo par ce fossoyeur, par cet agent municipal. C'est tout le cimetière est concerné, avec une prédominance sur les sépultures. Et bien, Lisa, c'est bien. D'ailleurs, je le dis à l'antenne, si quelqu'un de la mairie de Paris veut intervenir, il peut tout à fait intervenir et nous téléphoner au 0826 300 300. Ce qui est étonnant, c'est que on ne comprend pas très bien la position de la mairie de Paris. On aurait pu dire, bon, écoutez, on va enquêter, on va voir, et s'il y a eu des manquements, on va réagir ou sévir. Là, au contraire, ils vous attaquent. Enfin, apparemment... Je pensais que ça serait la réaction naturelle de la ville, à partir du moment où elle est renseignée sur une situation qui est particulière, déjà, vous dites qu'elle connaissait déjà par ailleurs, qu'elle puisse dire, nous sommes déjà sollicités, travaillons déjà sur cette question-là, nous allons diligenter une enquête externe indépendante, et puis nous allons faire toute la lumière. Or, c'est pas le cas. La ville de Paris s'enferme dans le déni, et puis au-delà du déni, dans le mensonge, encore une fois. Donc moi je me pose vraiment la question de savoir pourquoi. Et là malheureusement je ne suis pas à même de vous répondre, cher André Berkoff. Non mais bien sûr, c'est pas à vous de répondre, c'est à la mairie. En tout cas, encore une fois, elle est la bienvenue, enfin quelqu'un est le bienvenu, représentant la mairie, s'il veut répondre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est terrible, parce que évidemment, nous n'avons pas l'habitude des ossements, nous ne sommes pas au cimetière, mais c'est un lieu sacré. Vous savez, il y a eu beaucoup, on sait très bien, et le Carpentras, on se rappelle de Carpentras et d'autres choses, il y a des décennies, et même, c'est que c'est quand même hallucinant qu'il puisse y avoir, même là, dans des lieux quand même qui sont consacrés, qui sont des lieux de mémoire, des lieux de recueillement, et qu'il y ait comme ça des choses qui se passent, et comme vous dites, dans l'illégalité la plus totale, puisque, encore une fois, je le rappelle, aux auditeurs de Sud Radio, vous l'avez rappelé, c'est que c'est totalement illégal d'aller jusqu'au corps avec la pelleteuse, c'est bien ça? Absolument, le respect du corps, le respect dû au corps, dans la loi, le respect dû au corps continue après la mort. Ça, c'est un principe légal, et donc les dépouilles, les cadavres, les ossements doivent être traités avec décence. C'est la loi qui le stipule, et il se trouve que quand vous faites une exhumation à la pelleteuse, on ne peut pas parler, à mon avis, de décence. Écoutez, merci en tout cas Pierre Licia, nous allons suivre cette affaire, et j'espère que la lumière sera faite, comme on dit. J'espère aussi. Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Eh ben, nous, les mensonges, on les aime bien quand il s'agit de marivaudage, peut-être de tragédie amoureuse, enfin, tragicomédie amoureuse. Mais là, on les aime pas du tout. On les aime pas du tout quand, sur France 5, un documentaire, pareil, dimanche soir sur France 5, je rappelle, radio de service public, je le rappelle, il faut le rappeler, payé par nous autres, par tous les contribuables français, toutes les contribuables, sur l'horrible meurtre de Lola, de la petite Lola. Vous savez, c'était en octobre 2022, il y a quelques mois. Ce qui s'est passé est ignoble, un massacre véritable. Eh bien, il y a eu un documentaire qui s'appelle La fabrique du mensonge. La fabrique du mensonge. Je l'ai regardé hier, j'ai regardé un replay, et je dois dire que, je vais vous dire, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, sinon je vous invite à le voir, parce que c'est proprement, oui, j'emploie le mot, vomitif. C'est honteux, c'est-à-dire que quand on sort de ce documentaire, on dit, voilà, c'était un fait divers, comme ça arrive. Je rappelle qu'une petite fille de 12 ans a été violée, il faut le dire, je ne vais pas donner des détails parce qu'ils sont plus que sordides, massacrée, etc., mis dans une valise, etc., par Rabia, une jeune femme de 24 ans, qui était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Eh bien, quand vous regardez 1h30 de documentaire, eh ben, pratiquement, oui, certes, ça a eu lieu. Alors, on ne donne pas les détails, et on aurait pu donner les détails de la manière dont c'est fait. Mais oui, mais ça a été utilisé. Et le vrai coupable, le vrai responsable, c'est l'ultra-droite, l'extrême droite, Zemmour, Le Pen, Bock-Côté, Pro, etc., etc. Voilà, ils ont profité pour répandre l'idéologie sulfureuse, nauséabonde, du grand remplacement, de Renaud Camus, etc., etc. Voilà. Et à ce moment-là, c'est très simple. On ne parle plus de ce qui s'est passé. On ne parle plus de cela. Alors, effectivement, c'est défendu, voilà, l'avocate de la famille, etc. L'ami aussi de la famille qui disent il ne faut pas exploiter tout cela. Vous savez, et il dit la vengeance n'est pas la justice. Mais on ne parle pas de vengeance. Mais écoutez, quand il y a eu l'affaire Floyd, et à juste titre, où un policier aux États-Unis a pratiquement étouffé un noir américain, quand il y a eu l'affaire Traoré, et il y a eu effectivement des manifestations partout, et légitimes, parce qu'il fallait réagir, et quand il y a eu Aylan, le pauvre petit immigré, déposé mort sur une plage, et il y a eu à juste titre une indignation mondiale, mais quand c'est la petite Lola massacrée dans des conditions immondes, ah non, attention, vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous avez le droit de parler, parce que c'est une vraie indignation, une indignation légitime, mais vous n'avez pas le droit de parler parce que vous parlez au nom de l'extrême droite, au nom de l'ultra-droite. C'est-à-dire que toute parole dissidente dans notre doxa, eh ben, c'est pas possible. Ce n'est pas écoutable, ce n'est pas entendable. Et pourtant, on est dans une histoire de massacre. On est dans une histoire terrible. Et on a des histoires, mais vraiment, on ne va pas vous donner tout le détail. Mais je dois dire que sur les réseaux sociaux, un certain Polydamas a dit des choses assez justes. Il a dit d'abord, on accuse d'avoir lancé, Fèvre de Souche, d'avoir lancé l'affaire le dimanche 16 octobre, quand le Parisien révèle l'origine algérienne des suspects. Or, on avait parlé de l'affaire bien avant, alors qu'il n'y avait pas le détail algérien. Et puis c'est extraordinaire, parce que quand c'est George Floyd, et avec raison, quand c'est, eh bien, on s'indigne, on dit que c'est une victime, et on a raison. Quand c'est le petit Thaïlande, c'est atroce. Mais dites-moi, quand c'est Lola, et quand c'est les 2 jeunes filles massacrées à la gare Saint-Charles à Versailles, et quand c'est telle ou telle personne qui a été tabassée, violée, ah non, là c'est un fait divers. Non, là c'est un fait divers. Et si vous vous en mêlez, et que vous en mêlez, mais vous faites de la récupération. Bien sûr, vous faites de la récupération. C'est extraordinaire quand même. Je veux dire, et on arrive à un moment donné, dans le film, dans le documentaire, à entendre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dire ceci. Écoutez. On réécrit l'histoire. Si l'OQTF avait été exécuté, il n'y aurait pas eu de meurtre, et donc l'État est responsable du meurtre.
C'est un syllogisme qui est absolument effrayant. D'abord, il y a des degrés d'urgence dans l'OQTF, on le sait parfaitement. Et puis, il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé. Voilà, un syllogisme, voilà. Eh ben oui, Rabia aurait dû quitter le territoire français, elle l'a pas fait, elle a massacré, violé, torturé la petite Lola de 12 ans, mais c'est un syllogisme, dit le ministre de la Justice, un syllogisme, bien sûr. Et puis enfin, on sait très bien que les OQTF, bah écoutez, il y en a qui ne sont pas exécutés. On le sait à tel point qu'il y a 7% des obligations sur 100 OQTF, il n'y en a même pas 5 à 7 qui sont exécutés. On le sait, tout le monde le sait, mais on n'en parle pas. Et le nombre de gens, je ne vais pas faire l'inventaire, vous n'avez qu'à lire les attentats et les faits divers de la Fondapol, la fondation de Dominique Régnier, qui n'est pas soupçonnée d'être à droite de Marine Le Pen, hein, vraiment pas. Eh bien, regardez les chiffres, regardez les vrais chiffres, regardez le nombre d'OQTF qui ont récidivé, qui ont fait, qui font encore, qui squattent, qui tabassent, etc. Ah, mais oui, c'est un syllogisme. Il faut pas quand même passer partout. Et ce documentaire du service public, mais ça aurait pu être ailleurs, c'est pas le problème. Mais enfin, écoutez, vous ne voyez pas à quel point ça sent l'indignation à 10 vitesses, ça sent l'indignation sélective, ça sent les 10 poids et 10 mesures. Écoutez, s'il faut s'indigner, moi je me suis indigné sur Floyd, et moi, et des milliers, et Highland, c'était terrible. Ah, mais Lola, non, c'est un fait divers, on n'en parle pas. Non, c'est un fait divers. Attention. Et alors, on voit les politologues, les psychiatres, les spécialistes. Ils disent, non, mais attendez, distinguo, mon cher, distinguo. Non, Lola, évidemment, la rabiadée, effectivement, algérienne, d'origine algérienne. Oui, mais ça, oui. Ah, évidemment. Et alors, on sort Anders Breivik, le fameux tueur, là, du Brabant, etc. Pas du Brabant, on parle de cet duel. Bon, on sort on sort tout et on en fume et on amalgame. Et c'est quand même très, 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 très grave de faire ça. Vous savez pourquoi c'est très grave? Parce que il n'y a pas, encore une fois, de fausses victimes. Il n'y a pas de victimes d'honneur et de victimes 5 étoiles et de victimes 0 étoiles. Il y a des victimes et il y a des assassins. Et je finirai par dire ce que disait le célèbre humoriste Alphonse Karr. Je suis comme lui contre la peine de mort, mais à une condition, que messieurs les assassins commencent. C'est une chanson culte, ça, c'est le cas de le dire. Pierre Perret, évidemment, le zizi. C'est drôle, c'est amusant, ça fait rire déjà des générations, hein. En tout cas 2 générations au moins. Mais voici que sort un livre illustré, livre pour enfants, de Fabrice Boulanger, d'un certain Fabrice Boulanger, pourquoi pas. Eh bien, ça s'appelle « Ma sœur veut un zizi ». Eh oui, ma sœur veut un zizi. Alors voilà, elle regarde, on voit 2 petits gosses, alors elle lui tire sur la culotte, elle regarde, ma sœur veut un zizi. Oui, alors, bon, écoutez, pourquoi pas. Ça vaut d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je regardais le prix. 47,15 €, dis donc, pour un livre pour enfants, c'est bien. Alors, ma sœur veut un zizi. Pourquoi elle veut un zizi? À votre avis, c'est drôle. Il n'y a pas si longtemps que des livres, que ce soit pour enfants ou autres, seraient intitulés « Ma sœur veut un zizi ». S'agit-il d'introduire l'esprit transgenre chez les plus petits, disons, à partir de la maternelle, peut-être? Non, peut-être 3 ou 4 ans. S'agit-il de leur dire qu'ils ne seraient pas malséants de changer de sexe et de choisir leur genre? D'ailleurs, quel genre? Il n'y a pas de genre, hein. Être binaire, etc., etc. Ça commence tôt. On va leur dire, voilà, on va leur pas apprendre, puis l'esprit critique, tout ça, les informations, le savoir, ça viendra après. Non, le problème est de savoir, est-ce que tu es un petit garçon ou tu es une petite fille? Et si tu es un petit garçon, est-ce que tu n'aurais pas envie de devenir une petite fille? Après tout, c'est normal. Et puis si tu es une petite fille, t'as pas envie de devenir un petit garçon? Franchement, après, chacun fait ce qu'il veut. À un moment donné, quand il devient adulte, quand il a la possibilité de discernement et du jugement. Mais avant, on commence à parler de ça à quel âge? À 3 ans? À 4 ans? À 5 ans? Ma sœur veut un zizi.
mais il y a certaines maisons d'édition qui auraient besoin de neurones. Le requiem pour un con de Serge Gainsbourg. Oui, alors écoutez, hommage spécial aux militants écologistes qui sont allés à la fontaine de Trévi. Vous savez, qui ne connaît pas, qui ne l'a pas vu en image ou en film. Rappelez-vous la Dolce Vita de Fellini, la fontaine de Trévi à Rome, où Marcello Mastroianni et Anita Ekberg s'embrassaient goulûment. Et ben voilà, les militants écologistes de l'organisation Last Generation ont envahi dimanche, là, il y a 2 jours, la célèbre fontaine de Trévi et ont répandu dans l'eau un liquide noir, affirmant que les récentes inondations en Émilie-Romagne étaient un avertissement face au changement climatique. C'est pas beau ça, ce sont pas des héros, ce sont pas des gens intelligents, de vrais résistants, ils ont coloré en noir, donc le bassin de la célèbre fontaine pour dénoncer l'inaction des gouvernements face au bouleversement climatique. Voilà, c'est intéressant. Alors, au Festival de Cannes, on jette... on proteste contre les jets privés, très bien, voilà. Mais là, noircir la fontaine de Trévi, ça va porter à quoi, bande de crétins, alors que les gens qui vous gouvernent sont en jet privé ou public du matin au soir, du soir du matin. Vous vous attaquez à qui? Aux vrais pollueurs? On vous attaque à la fontaine de Trévi. Vous savez, ça me rappelle la phrase de Georges Bernanos, et je pense à toute cette génération, en tout cas, vous avez les mains propres, mais vous n'avez pas de mains. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Daniel Cosculluela, psychiatre et anthropologue, pour son livre « Les enragés de la liberté, anthologie des pamphlétaires du XVIe au XXe siècle », édité chez Max Milo. Bonjour Daniel Cosculluela. Bonjour. Alors un livre effectivement qui vient à son heure. C'est un livre que Daniel Cosculluela a écrit et a étudié pendant des années, et c'est passionnant. Je vais vous citer des noms. Certains, je ne les connaissais même pas. Je suis sûr que la moitié d'entre eux, vous ne les connaissez pas. Et c'est pour ça que ça va être formidable de les découvrir. Ça va de Agrippa d'Aubigné. C'est c'est classé alphabétiquement. Zodaxa, Auguste Blanqui, Léon Blois, qu'on connaît un peu mieux, Paul-Louis Courrier, Georges Darien, le voleur, magnifique bouquin, Jean Fréron, Urbain Goyer, Félicien de la Menée, Mirabeau, le grand Mirabeau, mais aussi Octave Pirgot, Pirot, Pouget, Henri de Rochefort, Laurent Taillade, Séverine, Théophile de Viau, du XVIe au XXe siècle. Une extraordinaire dégénération de pamphlétaires, de satiristes se sont succédés. Et ce livre fait cette anthologie, une des premières du genre, sinon la première du genre, Les enragés de la liberté. Daniel Cosculluela, au fond, comment vous avez fait pour réexhumer tous ces gens qui ont non seulement la liberté à la bouche et dans la tête, mais le talent de plume aussi? Je crois que c'est le hasard qui, dans un premier temps, m'a amené à les rencontrer au travers des livres que je pouvais posséder ou que je découvrais dans les librairies anciennes, sur les salons du livre, etc. Je découvrais des livres qui étaient anciens et je me demandais si finalement ils avaient été réédités. Et j'ai découvert progressivement que jamais ils n'avaient été réédités. Et je me suis dit, mais crédiou, cette culture qui est la nôtre, qui est notre histoire, qui est notre identité, pardon, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, André Berkov, à notre génétique. En fait, c'était notre identité dont il était question là, et qui s'effaçait. Et je me suis dit qu'il fallait la ressusciter d'une certaine manière, en tout cas la réhabiliter et la réintroduire dans la réalité contemporaine, sous cette forme-là, sachant pertinemment que j'aurais pu effectivement développer une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une centaine d'autres auteurs, mais que déjà donner envie de lire cela permettra peut-être à ceux qui vont le faire d'avoir envie d'en découvrir d'autres. D'autres, absolument. Et puis écoutez, on va prendre le temps effectivement de feuilleter ce livre que je vous recommande parce que si vous voulez savoir ce qu'est la liberté magnifiquement exprimée, lisez ce livre parce que vraiment, ces auteurs dont, encore une fois, beaucoup n'ont jamais été, comme disait Daniel, réédités, sont totalement inconnus, et ben c'est bien, ils seront plus méconnus et c'est très heureux. Et vous nous appelez au 0826 300 300, vous avez la parole sur Sud Radio, on vous attend 0826 300 300, à tout de suite. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Écoutez ça, auditeurs résistants de Sud Radio, écoutez ça, écoutez bien. Assez longtemps, on a fait cheminer les hommes en leur montrant la conquête du ciel. Nous ne voulons même plus attendre d'avoir conquis toute la terre. Chacun, marchons pour notre joie. Et s'il reste des gens sur la route, s'il est des êtres que rien n'éveille, s'il se trouve des esclaves nés, des peuples indécrassablement avilis, tant pis pour eux. Comprendre, c'est être à l'avant-garde. Et la joie est d'agir. Nous n'avons point le temps de marquer le pas. La vie est brève. Individuellement, nous courons aux assauts qui nous appellent. On a parlé de dilettantisme. Il n'est pas gratuit, celui-là. Pas platonique. Nous payons et nous recommençons. Ce texte, à votre avis, il a été écrit quand? Aujourd'hui? Hier? Par les 68 arts? Par les surréalistes? Par les situationnistes? Par les révolutionnaires? Pas du tout. Par Zodaxa, né en 1864, et mort en 1930, le mousquetaire de l'anarchie, et il est dans le livre de Daniel Cosculluela. Est-ce que c'est ça qui les unit au fond, Daniel? Oui, et je vous invite d'ailleurs à lire à propos de Zodaxa son ouvrage magnifique qui s'appelle « De Mazas à Jérusalem », dans lequel il raconte sa vie de prison en prison, puisqu'il a toujours fui la réalité de l'exploitation, la réalité de la soumission, et que la sanction qui lui a été infligée a toujours été la même, l'incarcération. Alors, est-ce que ce qui unit tous les pamphlétaires, c'est différent? Ce sont deux choses. D'abord, ils ont deux caractéristiques communes. D'abord, ils se posent des questions que d'autres ne se posent pas sur la réalité à laquelle ils sont confrontés. Et ils se les posent avec une intensité intellectuelle particulièrement développée. Et la seconde, ils donnent à cette intensité intellectuelle une forme exceptionnelle. C'est le style. Un vrai talent d'écrivain, quoi. C'est le style. Ouais. Ce qui les caractérise, c'est le style. En fait, c'est la raison pour laquelle j'évoquais le fait que leur ancêtre n'était autre que Dionysos, le dieu de l'ironie. Ils sont des dieux de l'écriture, contrairement à ceux qui sont simplement des... je ne sais trop comment dire, des petits valets de l'écriture. Des tâcherons. Des tâcherons, enfin, voilà, c'est cela. Donc ce qui les caractérise, c'est ça. Mais le véritable pamphlet, on va dire qu'il naît... alors, on va citer quand même le premier pamphlétaire le plus célèbre, celui qui devrait être le plus célèbre, c'est Rabelais. Peu de gens savent que Rabelais était un pamphlétaire, et peu de gens ont lu Rabelais comme tel. Par contre, le pamphlet authentique apparaît à quelle époque? Il apparaît à l'époque des encyclopédistes. Il 18e apparaît... siècle, vous voulez dire? 18e 16e, oui, pardon. 16e, bien sûr. 16e, il apparaît avec Rousseau, il apparaît avec Voltaire, il apparaît avec... Voltaire, c'est 18e. 18e, oui. Mais... Il était anticipé, mais il apparaît véritablement au sens où il se cristallise à cette époque-là, et notamment au travers de deux ouvrages d'un monsieur qui s'appelle Gilbert, que personne ne connaît. L'un s'appelle Mon Apologie et le XVIIIe siècle, complètement oublié, et qui témoigne de la décomposition d'une époque. Attendez, avant ça, parce que on n'a pas assez creusé ça. Vous dites, il se pose des questions, beaucoup ne se posent pas. Mais moi, je voudrais vous demander de préciser, est-ce que la réalité qu'ils vivent, chacun de leur côté, bien sûr, chacun, il y a 40 personnes et 40 vies et 40 cas, mais est-ce qu'ils ne supportent pas la réalité qu'ils vivent, ils ne supportent pas l'autorité, ils ne supportent pas l'hierarchie, ils ne supportent pas les mœurs? Qu'est-ce qui les fait réagir? La révolte, l'instinct de révolte. L'instinct de révolte, alors contre ceux qui les affectent eux, mais contre ceux qui affectent le peuple. Parce que tous, quel que soit le bord idéologique auquel ils appartiennent, finalement seront un titre ou un autre, sous une forme ou une autre, les défenseurs du peuple. Ah oui, vraiment? Tous. Même s'ils sont eux-mêmes nobles ou gentilshommes, etc. Absolument. Et ils postuleront une sorte de démocratie tout en étant partisans de la monarchie. Ce qui est le cas de Rivarol, par exemple. Ouais. Ce qui est tout à fait paradoxal. En fait, vous dites qu'ils défendent vraiment les petites gens, parce que, vous voyez, Zodaxa, c'est intéressant, il dit, il y a des peuples avilis, tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et qui sont, je dirais, qu'on ne peut pas peut-être reprendre. Est-ce que c'est... Non, voilà.
est-ce que ce sont des individualistes ou en fait, par essence, ils ne peuvent pas, ou ils se sont mis dans des partis, ils se sont mis dans des formations, ils ont suivi des mouvements? Alors, ils ont effectivement suivi des partis des mouvements, mais ils se sont surtout retrouvés les uns et les autres. Et au XIXe siècle notamment, qui a été l'assomption et l'apocalypse de la satire et du pamphlet, ils se sont retrouvés dans les cabarets et ils se sont retrouvés à Montmartre, où tous se rencontraient, tous échangeaient, tous écrivaient en commun. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait 200 journaux. 200 journaux. Mais à l'époque, il faut savoir également que ces journaux existaient et se développaient parfois de manière assez intense pour une raison fort simple, c'est qu'ils étaient créés par les journalistes et ils n'étaient pas créés par des propriétaires, des patrons qui payaient. Les journalistes faisaient leurs journaux. Absolument. Et ils étaient indépendants. Mais quand les journaux étaient achetés et que les journalistes ne satisfaisaient plus les attentes de leurs employeurs ou de leurs propriétaires, ils étaient virés et ils créaient d'autres journaux. Et c'est ainsi que l'on est passé de l'un à l'autre. Et il y avait une prolifération donc de plumes, de journaux, et chacun pouvait trouver sa structure d'accueil ou son accueil. C'est cela. Et en fonction aussi des sympathies qu'il instaurait avec tel ou tel. Léon Daudet dit par exemple, ce siècle, il parle du 19e, il a dit au demeurant qu'il était stupide, puisqu'il a écrit le stupide 19e siècle. Et celui de l'efflorescence, dit-il, de tous les styles littéraires et de l'esprit de révolte porté jusqu'à l'incandescence. Je crois que c'est ça qui caractérise ces gens-là. Alors, effectivement, le feu prend quelques siècles plus tôt, mais il s'intensifie au 19e parce que ce 19e siècle... C'est l'apothéose, vous voulez dire, le 19e. C'est l'apothéose, mais c'est aussi la fin de quelque chose. Et beaucoup de ces auteurs le disent également. Ils disent, Zodaxa parmi eux, mais d'autres également, que le début du 20e siècle, et la guerre de 14 notamment, c'est la première guerre civile européenne, c'est la fin d'une civilisation. Oui, c'est ce qu'ils disent. Alors, dites-moi juste, dans les objets, dans les cibles, est-ce que la religion, je suppose, joue un rôle non négligeable, ou les prêtres, peut-être pas Dieu, mais les prêtres, à l'époque, hein, on se remet à l'époque, est-ce que les nobles jouaient un rôle, est-ce qu'ils étaient spécifiquement ou pas, est-ce qu'ils étaient misogynes, je parle des hommes, est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils étaient parce que moi, ce qui me frappe dans votre livre, c'est qu'il y a des excès incroyables qu'aujourd'hui, on aurait peine à faire. Enfin, on aurait peine à faire peut-être pas dans les réseaux sociaux, mais en tout cas dans les publications, c'est clair, ça ne passerait pas comme ça. Est-ce que c'est ça, vous voyez, par exemple, regardez, je vous donne un truc... je vous lis, hein, et ça va pas être d'aujourd'hui. Citoyens, on vous trompe. Alors, je ne dirai pas tout de suite qui, mais vous nous direz vous-même. Ah, ben c'est toujours Zodaxa. Alors, toujours Zodaxa. Non, alors on va changer de... Mais quelles sont les cibles, Daniel? Alors, les cibles, ce sont les ridicules du temps, les autorités et leur cortège d'injustice et d'abus. Tout simplement, à toutes les époques et sous toutes les formes. D'accord. Voilà. Et ceci dès le Moyen-Âge. Ah oui, les fabliaux s'attaquent à cela. Les fabliaux s'attaquent aux prêtres, effectivement. Ils s'attaquent aux aristocrates. Ils s'attaquent à ceux qui se prétendent vouloir devenir je ne sais quoi. C'est-à-dire au début, à l'amorce de la bourgeoisie. Ils s'attaquent à tout cela. Et ça se développe au fil des siècles. Mais ils continuent à avoir les mêmes adversaires et le même objectif, l'indépendance d'esprit et la liberté de penser. C'était ça, la chose la plus importante. Allez-y, oui, vous voulez lire quelque chose? Non, c'était tout à fait ça que je voulais dire, effectivement, que la chose la plus importante pour eux, c'était, comment dirais-je, le but de tous ces satiristes, ça a été de mettre en forme une satire générale des vices de la société, quels que soient ces vices. C'est une sorte d'Iliade animale visant à instruire le genre humain. C'était ça leur but. Instruire le genre humain. Instruire le genre humain avec aussi beaucoup d'humour. J'aurais rappelé l'animation humoristique. Vous citez dans votre livre, je dis ça parce que vous allez prendre... Il faut lire, je ne vais pas lire le livre. Pour lire le livre, il faudrait 7 heures. Donc vous l'achetez, vous le lisez. Mais je vais vous lire quelque chose de formidable. Voilà. Un journal, vous voyez, l'anti-concierge, Jules Jouy et Sapec, en 1881, fonde l'anti-concierge, écoutez-moi bien, organe officiel de la défense des locataires. Dieu sait si aujourd'hui les locataires, ils ont besoin d'être défendus. Les propriétaires aussi, il faut le dire. Alors écoutez, il n'y aura que 7 numéros, et voilà le manifeste. Essuyez vos pieds SVP. Vous savez, c'était écrit à ça partout.
Quand ils sont bien sales sur la concierge, mettez-lui des punaises dans son beurre et du poil à gratter dans son lit. Semez des pois fulminants dans son alcôve et du poivre dans la tabatière de son épouse. Jetez-lui des regards méprisants et des pots de fleurs sur la figure. Attachez par la queue 20 chats furieux et quelques douzaines de chiens hydrophobes que vous lâcherez la nuit dans les escaliers. Versez du sel dans son café et saupoudrez de sucre son vermicelle et son tapioca. Répandez sur son compte des bruits calomnieux et sur son passage des écorces d'orange et des pelures de pommes. Enfin, faites-lui toutes les misères que votre indignation de locataire opprimé peut vous suggérer. Mais quel programme, dites-moi, quel programme? On va peut-être... Oui, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Daniel Coscuglua sur son livre Les Enragés de la Liberté, anthologie des pamphlétaires du 16e au 20e siècle. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais ceux qui étaient dans tous leurs états, ce sont justement ces pamphlétaires incroyables dont parle et sur lequel écrit Daniel Cosculuela dans ses Enragés de la Liberté. C'était les vrais enragés de la liberté, tous ces gens-là. Et il y a eu, alors ça a continué longtemps, mais parlons peut-être d'un des plus connus, Aristide Bruant, né en 1851, mort en 1925, le grand Bruant. Eh bien, je vais vous démentir. Je vais citer Gaston Coutet, que l'on connaît moins encore que Bruant. Et pour une raison très simple, c'est qu'il a écrit une belle chanson que tout le monde connaît. Pardon, tout le monde connaît la musique, puisque la musique de la chanson en question, c'est la Marseillaise. Et il écrit « La rue des pôles populaires jeta l'ancien régime à bas. En un jour de juste colère, le peuple n'en profita pas. Bis, le peuple n'en profita pas. Et sous notre ère tricolore, le règne odieux des bourgeois a remplacé celui des rois. Notre servage dure encore. Courage, travailleurs, en un noir bataillon, marchons, marchons, elle viendra notre révolution. » Ces gens-là viennent, camarades, sous notre nez exécuter leurs hypocrites mascarades, en l'honneur de la liberté, en l'honneur de la liberté. Mais tandis que les lampions brillent, Hervé s'endort à la santé, pour étouffer la vérité, ils ont refait notre Bastille. Ils n'ont que ces mots dans la bouche, le progrès et l'humanité. Mais si de sa tombe farouche, Aernou pouvait ressusciter, il l'avait zigouillé, car pour refaire la nature de nos garçons au front trop fiers, à Biribi, lugubre enfer, ils ont rétabli la torture. C'est le bagne. Le bagne militaire, n'est-ce pas? Ils parlent aussi de justice en évoquant 89, mais ils ont laissé leur police couper la tête à Liabeuf. Et Briand, valet de nos maîtres, a pour nous des airs insultants. Il sait bien qu'on n'est plus au temps où l'on guillotinait les traîtres. Mais ça changera, camarade. Au vaillant peuple du faubourg qui fit jadis des barricades, tu te lèveras un beau jour. Et ce jour, nos cœurs seront aisés en vous retrouvant avec nous, petits soldats, petits piou-piou, dignes fils des gardes françaises. Oui, c'est anarchiste révolutionnaire, les barricades, toute une tradition. Mais et c'est le journal auquel il collaborait et dans lequel est éditée justement cette chanson. Ça s'appelait La Barricade. Sur l'air de la Marseillaise. Créée par Victor Méric, dont je ne parle pas, mais qui est un historien du pamphlet remarquable. Et alors parlons quand même un peu de Bruant et de Montmartre, puisque vous dites que Montmartre était l'un des lieux géométriques de la subversion pamphlétaire. Bruant est celui qui a réuni tout le monde, d'une certaine manière, à Montmartre. Il a réuni tout le monde. Et il faut savoir quand même que les dernières chansons qui ont été écrites par les gens qui fréquentaient ce lieu l'ont été par Mistinguett. Ah oui. Oui, absolument. Oui, parce que c'était toute la faune et la flore qui étaient absolument. Là. Ouais. Mais Bruant, si vous voulez, je peux lire un texte qui correspond. Très rapide. Si j'étais votre député, oui, qu'on se le dise, j'ajouterais l'humanité aux 3 mots de votre devise. Au lieu de parler tous les jours pour la République ou l'Empire et de faire un leur discours pour ne rien dire, je parlerai des petits fieux, des filles mères, des pauvres vieux qui l'hiver gèlent dans la ville. Ils auraient chaud comme en été si j'étais nommé député à Belleville. Mmh. Voilà, et il écrit autre chose comme ça. Il a écrit de sublimes chansons, enfin Bruant quand même. Et absolument. Ça s'appelle le comité d'initiative. Ouais. C'était dans l'esprit, effectivement, de ce groupe qui avait été créé pour les pauvres gens qui habitaient des maisons complètement désertifiées, abandonnées, ruinées, etc. etc. Oui, des maisons sans chauffage, sans rien, etc. Sans eau. Fait. Et alors, dites-moi, quand est-ce que cette tradition pamphlétaire a commencé à, je ne dirais pas à s'éteindre quand même, mais à diminuer, à s'affaiblir?
c'est le 19e siècle, c'est l'agonie de la satire, en fait, commence avec la Grande Guerre civile européenne, en 1914. D'accord. C'est-à-dire il y a quelques satiristes qui subsistent ensuite. Il fallait se mobiliser pour la patrie, c'est etc., ça. etc. Et donc certains d'entre eux, et malheureusement beaucoup d'entre eux, mais je n'oserais pas le citer, on peut le lire dans les livres, ont trahi d'une certaine manière l'esprit qui était le leur et sont devenus des pro-militaristes. Voilà. Donc c'est la fin, c'est le début de la fin, c'est le début de l'agonie. Mais comment dirais-je, le pamphlétaire n'était pas une sorte de dogmatique, il l'est devenu par la suite. C'est-à-dire que entre le pamphlétaire de l'époque, qui était un pamphlétaire flexible et qui est un pamphlétaire de rencontre, un pamphlétaire de découverte, un pamphlétaire d'imagination, et l'époque suivante où le pamphlétaire devient quelqu'un qui a un thème unique sur lequel il va travailler pour se promouvoir à travers celui-ci, et avec un style qui n'est plus celui de l'époque, c'est fini. Ce n'est plus les mêmes, ce ne sont plus les mêmes. Justement, je crois que nous avons, Lucien, nous avons, je crois, Jean-Marc, qui nous appelle de Narbonne. Oui, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour monsieur. Voilà, moi je fais partie, j'ai pas le talent des gens que vous écrivez, malgré que j'écris, parce qu'un jour André, vous me recevrez, mais je fais partie de cette race. Avec plaisir. Oui. Je fais partie de cette race-là, de gens qui sont toujours contre l'ordre établi, ouais, contre la pensée bien pensante. Alors je me pose des questions, parce que j'arrive à un certain âge, si vous voulez. Pourquoi ça, si vous voulez? Et je me suis rendu compte, si vous voulez, j'écris pas mal, vous voyez, je vais vous citer juste une petite citation, c'est à partir du moment où les gens se sont réfugiés derrière des lois, des règlements, la pensée a commencé à diminuer jusqu'à un jour proche où elle va disparaître. Je veux savoir que c'est de ça, vous voyez, parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont toujours contesté. Toujours contesté. Depuis la nuit des temps, oui. Vous faites partie de ces gens-là. Alors, est-ce que c'est le fait que nous réfléchissons un peu trop, ou est-ce que je voudrais poser cette question justement? Écoutez, on va poser la question à Daniel Coscu-Luella. Est-ce que pourquoi il y a des gens comme ça qui contestent toujours? Oui. Moi, je voyais, je ne vais pas vous emmerder, mais je conteste même le fait du clignoteur, parce que quand il n'y a personne derrière, pourquoi on mettrait le clignotant, étant donné qu'il n'y a personne derrière? Donc les gens prennent l'habitude de mettre un clignotant quand il n'y a personne derrière. Donc à partir de ce moment-là, la manipulation des foules a commencé. Étant donné que c'est... Ah oui, vous commencez tôt, vous, hein. Mais oui, parce que pourquoi, André, pourquoi mettre un clignotant quand il n'y a personne derrière? Oui, c'est logiquement, c'est une vraie question. Alors, est-ce que ce n'est pas en se posant des questions, alors, Daniel, que le pamphlet, enfin, que l'esprit pamphlétaire commence? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans les années 50, on assistera à la consécration éditoriale et institutionnelle du genre pamphlétaire. C'est-à-dire que des collections vont commencer à exister qui vont s'inscrire dans ce mouvement. Elles vont assurer le lien entre polémistes du passé et du présent, et leur objectif sera autant la préservation d'un patrimoine intellectuel, c'est un artifice, que l'affirmation de sa perpétuelle vitalité, ce qui est un artifice également. Les volumes au format allongé sont publiés, et à ce moment-là, ils deviennent effectivement des produits commerciaux. Ils ne sont plus des objets de combat, des moyens de lutte, mais ils deviennent de la marchandise. Et c'est cette marchandisation de la satire et du pamphlet qui l'a fait disparaître ou qui contribue à sa disparition. Il faut savoir qu'à une certaine époque, Albin Michel a lancé les lettres ouvertes, frappées d'un Martial Archer. Et il faut savoir également que quelque temps après, il y a eu un prix du pamphlet, fondé en 2006, doté de 10 000 € pour celui qui le gagnerait. Imagine-t-on à l'époque que nous venons d'évoquer, quelqu'un qui, parce qu'il crachait sur le roi, les aristocrates, les bourgeois, etc., touchait 10 000 €. Non. Eh bien, ce prix-là, il a été créé pour cette raison-là. Donc le pamphlet, il a cessé d'être. Vous voulez dire c'est la marchandisation qui est un peu... Tout à fait. Tu es pas mal. En fait, c'est la marchandisation de l'âme. Ben oui, ça fait partie. Les deux vont de pair. Cela dit, moi je serais moins pessimiste que vous deux, mais que Daniel. Je pense que même avec tout cela, les pamphlétaires existent et existeront encore sous des manières différentes. Et je pense, et je vais vous dire, je vais peut-être vous étonner, que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que quelques insultes par-ci par-là. Il y a des textes formidables, des textes pamphlétaires. J'en ai lu, j'en ai découvert, et pas moi seulement. Et
et qui vont assez loin. Après, il y a évidemment tout le reste. Vous savez, c'est le bon grain et livré, comme on sait. Ouais, mais est-ce que le petit bien ne fait pas beaucoup de mal dans les réseaux sociaux? Est-ce que le petit bien que vous recevez pas encore plus de mal? Et est-ce que les gens peuvent faire la part des choses? J'en suis pas certain du tout. Bah écoutez, si les gens ne font plus la part des choses, c'est plus la peine même que vous écriviez, mon cher Jean-Marc. Arrêtez tout, et on ira tous se coucher, et on verra à ce moment-là, et ça fera le plus grand plaisir aux ceux qui ont le vrai pouvoir, comme vous le savez. Vous avez raison, vous êtes un perpétuel optimiste, je vous adore, André. Tout à fait. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Merci. Moi, je voudrais faire un petit commentaire. Parce qu'autrefois, j'évoque ce que va dire Jean-Marc, d'une certaine manière. Auparavant, un conflit entre offenseur et offensé, comment se réglait-il? Il se réglait par un duel. Et aujourd'hui, comment se règle-t-il? Par un procès, où l'on paie un avocat pour se défendre et dire « Oh, j'ai été victime d'une agression verbale, c'est intolérable ». Ah, vous voudriez rétablir le duel à l'épée ou au mousqueton? Oui, ou le coup de poing sur la gueule. Ou le coup de poing sur la... Oh ben ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je vais vous dire, on est devenu quand même... Moi, je ne serai pas pour le retour de cela, je serai en revanche pour que... Pour la liberté. Totalement, non, mais l'insulte verbale, oui. Pas l'appel à la haine, pas l'appel au meurtre. Tout à fait. Voilà, c'est quand même, il faut vraiment faire la différence entre les deux, et ça me paraît fondamental, cela. Je voudrais, non mais Daniel, pour revenir à ces gens-là étonnants, je voudrais qu'on parliez, par exemple, ce Jean Rictus, parce qu'il y en avait qui vivaient très pauvrement, très misérablement, et beaucoup d'entre eux, très franchement, étaient pas, je vois dans votre livre, vous en parlez, ils n'étaient pas riches, c'était très 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 difficile, enfin de vivre, il faut le dire, je veux dire, c'est des choses, alors le grand, moi j'adore ce type extraordinaire, André Chénier, magnifique André Chénier, le poète, etc. Voilà. Il dit, attendez, je vais vous dire, par exemple, il dénonce les farceurs et bouffons de Tréteau, les chevaliers d'industrie, les déserteurs, les hommes flétris par les décrets de prise de corps, repris de justice, condamnés comme voleurs réfractaires. C'est formidable. Et puis dites-moi, il y a une chose quand même, on ne dit pas, ils avaient toutes les professions. Il n'y avait pas que des il n'y avait pas d'universitaires. Il n'y avait pas d'universitaires, non, du tout. C'était des gens qui exerçaient effectivement toutes les professions. Certains ont été ouvriers dans des usines, d'autres ont été employés dans des mairies, pour certains d'entre eux. D'autres ont été commis de ceci ou de cela. D'autres ont été artisans. Enfin, tous avaient des activités qui en sus... Ils avaient un métier, quoi. Ils avaient un métier. Et ce n'est que quand la promotion journalistique qu'ils mettaient en avant leur réussissait, leur permettait d'échapper à ce métier, qu'ils s'en défaisaient. Ah, d'accord. Mais en même temps, oui, il y avait de tout. Il y avait même des artisans. Il y avait même des artisans, bien sûr. Ah, ouais. Oui, Proudhon lui-même a été paysan pendant des années. Ouais, c'est intéressant de rappeler ça. C'était pas des intellectuels organiques. Non, donc il savait de quoi il parlait aussi quand il défendait le peuple. Mmh. Ouais, c'est ça. Qui paraît quand même très très intéressant, quoi. Ouais, absolument. Je voudrais juste lire, alors parce qu'il y a vraiment des choses qui sont absolument magnifiques. Je voudrais lire. Attendez, je cherche sur Fréron, par exemple. Fréron, magnifique, Fréron. Il dit. Mais Voltaire, vous n'avez pas voulu. Alors, pourquoi n'avez pas pu les grands, les Voltaire, les Diderot, les grands Picador? Parce que les concernant, des choses ont été écrites. Et que je ne voulais pas revenir sur ce qui avait été écrit pour en faire simplement un résumé. Oui. Donc je préférais innover d'une certaine manière. On se retrouve tout de suite après cette rapide page de pub. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. La blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Les enragés de la liberté. Et vous savez très bien à quel point nous en avons besoin d'enrager de la liberté. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Je dirais un plat avec trop de sel, peut-être ce ne serait pas l'idéal. Mais sans enrager de la liberté, sans ces personnes, hommes, femmes, qui défendent à tout point de vue la liberté contre tous les conformismes, tous les wokismes, tous les intégrismes, mais vous savez, et dont on voit tous les jours le côté abrutissant, que serions-nous?
où serions-nous? Alors, vous vouliez nous parler de Piron, Daniel Cosculuela. Je voulais parler de Piron parce que c'est un écho à ce que nous venons de dire sur l'activité qui fut celle de ces pamphlétaires. Alors, le père de Piron était apothicaire et sa mère, la fille du sculpteur Jean Dubois. Donc c'était quelqu'un qui avait une histoire, etc. Et le père était un poète qui avait écrit des Noëls en patois et rivalisé avec la Monnoye, cette grande poète en la matière. Alors, il fait des études de droit à Besançon. Il s'inscrit au barreau de Dijon, mais la ruine de son père l'écarte de sa profession. Et à ce moment-là, que fait-il? Il devient tour à tour poète, chansonnier, gogotier et dramaturge. Et il écrit l'Ode à Priape. Mais avant de dire l'Ode à Priape, je voudrais simplement rappeler qu'il était soutenu par quelques protecteurs, à tel point qu'il a fini par être joué par la Comédie Française. Il a même failli être élu à l'Académie Française. Mais Louis XV s'y oppose. Tant il est choqué, je vais vous le lire après, ce qui ne manque pas de sel, si j'ose dire, par l'Ode à Priape. En dédommagement, ses partisans lui obtiennent une bourse. De qui? De Madame de Pompadour. Ah, c'est joli, ça. Voilà. Madame de Pompadour en mécène. Alors, cette Ode à Priape, j'espère qu'elle est écoutable. Vous n'allez pas nous attirer les foudres de la censure, encore. Allez-y. Foutre des 9 garces du Pinde, foutre de l'amant de Daphné, dont le flasque vite ne se guinde qu'à force d'être patiné. C'est toi que j'invoque à mon aide, toi qui dans les cons d'un vite raide lance le foutre à gros bouillon. Priape, soutiens mon haleine, et pour un moment dans ma veine, porte le feu de tes couillons. Ça, c'est une bonne petite chanson paillarde. C'est gentil, ça. Non, moi, je vais vous dire, je vais aller beaucoup plus loin et beaucoup plus intéressant. C'est Urbain Goyer, que vous citez dans votre livre. Oui. Urbain Goyer, c'est magnifique. Alors, lui, c'est formidable. Il est né en 1862, il est mort en 1951. Vous voyez, il est le XXe siècle. Mais c'est très intéressant parce qu'il dit ceci, écoutez-moi. Et ça parle à tout le monde. Vous voulez vivre? Vivre, c'est agir. Et l'or est un puissant levier. L'or, l'apostrophe OR, bien sûr. La misère aussi qui donne l'indépendance. Il est fort, l'homme qui dispose de quelques millions. Mais il est redoutable, l'homme qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de lien, qui n'a pas de crainte, et qui garde une âme ferme, une pensée lucide, l'œil juste et la main prompte. Et il ajoute, on lui dit, mais alors dites-moi, alors il a été Dreyfusard, hein, il s'est battu pour Dreyfus, il a rejoint l'aurore de Clémenceau, c'est lui qui a signé la célèbre affiche rouge, vous savez, les affiches rouges, tous les étrangers qui se sont battus, qui sont morts pour la France. Hein. Ce qui lui vaudra d'être traduit en cour d'assises et condamné à la prison. Voilà, par le régime de Pétain, il faut le rappeler, absolument. Et alors on lui dit, à un moment donné, on lui dit, mais vous êtes de droite ou vous êtes de gauche? Et c'est là où il a une phrase extraordinaire, je le cite, il dit, je n'ai pas changé. Ce sont mes voisins qui ont changé, car les hommes changent à mesure qu'ils approchent du pouvoir. Eh oui. N'ayant point de coterie, n'ayant avec personne une communauté de calcul et d'intérêt, je me suis trouvé simplement le compagnon de ceux qui, à tel ou tel moment, soutenaient les idées que j'ai toujours soutenues. En fait, je n'ai jamais obéi qu'à la logique et à la passion de la justice, qui sont étrangères ou même odieuses à tous les partis. Et il ajoute... Et moi, je me retrouve, je me reconnais mot pour mot dans ce que dit là Monsieur Goyer. Et il ajoute, alors là, ce n'est pas mon cas, mais c'est son cas à lui, c'est très joli. J'ai été un homme du 19e siècle qui animait le culte de la liberté, d'abord de la liberté individuelle. Je ne puis m'adapter aux mœurs et aux aspirations grégaires du siècle nouveau. Entre l'âme généreuse du 19e siècle et l'âme brutale du siècle, il y a un abîme. Comme quoi... Mais il a écrit également, en conclusion de cela, « Liberté, liberté chérie, pauvre vieille, combat avec tes défenseurs, où diable sont-ils passés ?» Eh ben voilà, c'est la question que tout le monde peut se poser. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se ressourcer. Vous voyez, se ressourcer dans un livre comme Les Enragés de la liberté. Lire aussi, parce que moi, pas que je ne suis pas spécialement optimiste. Enfin, le talent n'a pas du tout disparu avec le XXe siècle. Ce n'est pas vrai. Et il y a eu de très grands pamphlétaires. Il y a toujours des grands pamphlétaires. Et moi, je citerai Henri Janson, qui est un immense pamphlétaire. Je citerai Jean Galtier-Boissière.
Je citerai, enfin évidemment vous en parlez dans votre livre, Léon Bloy et tout cela, mais je citerai aussi Bernanos, le Bernanos de la France contre les robots, que je vous invite vraiment à lire et à relire. Encore une fois, prenez le temps de lire. Fermez ce que vous n'avez pas besoin d'écouter, perdez pas votre temps, lisez. Nous, on vous renvoie toujours à ça. Et une dernière chose, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Jacques Ellul, qui était prof de l'université de Bordeaux, magnifique, et qui se sont battus contre la déformation de la côte aquitaine pour la préservation de la nature dont il est question aujourd'hui. Mais on les a oubliés alors qu'ils ont commencé par mener le combat. Bien sûr, et il y en a beaucoup d'autres qui ont été oubliés, mais c'est pour ça qu'il faut les rééditer, les éditer, et puis les écouter. C'est pour ça qu'il y a aussi de l'audiovisuel là-dessus. Et allez et cherchez, que ce soit dans les réseaux, dans les livres, dans les bibliothèques ou ailleurs, cherchez des gens qui vous donnent l'envie d'agir et l'envie d'être libre. C'est fondamental. N'oubliez pas que nous sommes dans une époque où un certain nombre de gens, hélas, il y en a beaucoup, mais heureusement, il y en a beaucoup aussi qui se réveillent et qui s'éveillent en permanence. Eh bien, ces gens-là, nous en avons besoin. Vous savez, c'est l'oxygène. Hein. Bientôt, on va taxer l'oxygène et on cherche à taxer la liberté, mais ça va être de plus en plus difficile. Et encore une fois, je répète et je dirais, n'oubliez jamais que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et on a le temps de recevoir un dernier auditeur, Philippe de Caen. Bonjour Philippe, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour monsieur Cosculia. Bonjour. Cosculia, excusez-moi. Oui, je vais faire bref, rapide. Oui. J'aimerais savoir si éventuellement, j'ai pris votre émission en cours, hein. Oui. Je pensais moi à des pamphlétaires, mais je pensais aussi à des gens que tout le monde a connus, hein. Charlie Hebdo, le professeur Choron. Oui. Ces gens-là, j'aimerais savoir si, écrivains aussi, hein, et journalistes, si ces gens-là sont tenus dans la même rubrique. Vous avez reçu Sylvain Tesson il y a quelques temps. Bien sûr. Et il disait comme ça, vous lui avez posé la question, peut-on rire de tout avec tout le monde? Ça sera encore à voir. Alors moi j'aimerais savoir ce que vous pensez des gens de... Alors je crois que Daniel Cosculia va vous dire quelque chose. Vous avez parlé du professeur Choron. Très rapidement, c'est votre dernière phrase. J'ai simplement été le propriétaire du journal Harakiri que j'avais racheté au professeur Choron, avec qui j'ai sympathisé pendant des années avant qu'il ne meure. Voilà. Le professeur Choron fait évidemment partie de ces personnes, de ces enragés de la liberté. Philippe. Merci à Philippe et merci à tous les auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, et merci à Daniel Cosculia, psychiatre et anthropologue, pour son livre Les Enragés de la liberté, anthologie des pamphlétaires du XVIe au XXe siècle, à retrouver aux éditions Max Milo. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.